effectivement, je remplace Adrien Lepage qui s'excuse de ne pas avoir pu venir aujourd'hui. Néanmoins, on est de la même société, on partage les mêmes choses au quotidien, donc je vais vous fournir la même présentation, j'imagine qu'il aurait faite. Je vais aujourd'hui vous donner notre vision du panorama industriel des nanotechnologies. Je vais regarder un peu au niveau mondial, en termes de nombre d'entreprises, au niveau européen. On fera un petit focus sur la France ensuite. Et puis à travers un exemple d'un domaine que je connais bien, l'aéronautique, on verra quelques enjeux spécifiques à l'intégration de nanomatériaux ou de nanosystèmes dans un secteur industriel à forte croissance. Avant tout ça, je vais vous présenter un peu ma société qui a été créée l'année dernière. Nous, on ne développe pas de technologie en propre, on est une société de services. Notre mission générale, c'est de connecter les différents acteurs des nanotechnologies. Pour nous, ce sont les startups qui développent les briques technologiques, startups et PME innovantes, les industriels plus conséquents qui, eux, intègrent ces briques pour améliorer leurs produits ou leurs procédés. On va trouver aussi les centres de recherche, qui sont en fait le support scientifique et d'équipements sans lesquels rien n'est possible. Et puis tout ce qu'on appelle institutionnel, donc ça va être à la fois des pôles de compétitivité, des ministères de la recherche et de l'industrie. Aujourd'hui, on est fondé l'année dernière par 3 ingénieurs docteurs. Je vous passe nos compétences spécifiques. Aujourd'hui, on est 5, bientôt 6 dans la société. On délivre 6 types de services principalement. Je vais passer rapidement. Le premier, c'est ce qu'on appelle projet collaboratif. C'est-à-dire qu'on va intégrer des consortiums type H2020 et on va s'occuper de tout ce qui est Work Package, Exploitation and Dissemination. Donc en amont pour définir les endroits où il y a de l'API et tout au long du projet pour garantir, je dirais, un maximum d'impact pour le projet. Ensuite, on propose des cartographies de compétences. Donc là, il y a certains écosystèmes qui sont riches, je pense à Saclay, à Grenoble, dans plein de centres de recherche en France et à l'étranger. L'enjeu aujourd'hui pour ces écosystèmes assez grands, c'est d'être identifiés et de maximiser les collaborations à l'intérieur et vers l'extérieur. Donc aujourd'hui, je vais parler dans le micro, on développe des outils pour maximiser leur visibilité avec des grilles de compétences pour, je dirais, réussir à bien classer tous ces différents acteurs pour maximiser les synergies entre eux. Études de prospection, là on s'adresse aux startups. Souvent les startups, elles ont très bien identifié leur marché porteur rémunérateur à 5 ans, mais entre-temps il faut gagner de l'argent et on les assiste pour trouver leurs premiers clients. Alors soit ça passe par développer une couche de services associée à leur technologie, ou soit trouver un marché de niche à leur technologie qu'elles n'avaient pas déjà identifié. Donc nous c'est très concret, c'est une étude aval où on est dans l'identification des premiers clients. Des études générales, là c'est plus pour des grands groupes, qu'est-ce que vont faire et bouleverser les nanotechnologies dans mon secteur ou mon sous-secteur à l'horizon 5 et 10 ans. Des études technologiques où on travaille sur cahier des charges, donc là il s'agit d'identifier les meilleurs, si possible, fournisseurs pour les technologies, sinon partenaires. Et on assure aussi une veille HSE et réglementaire qui est assez centrale dans tout ce domaine des nanos. Finalement, pour faire tout ça, on a réalisé un important travail d'agrégation et de qualification de données depuis une année. Et sur ce travail d'agrégation que je vais vous présenter quelques statistiques sur l'écosystème des nanotechnologies dans le monde. Notamment, on a réalisé un outil qui est en fait comme un salon professionnel en ligne qui recense aujourd'hui plus de 4000 startups et PME innovantes dans le monde. Donc, comme vous le voyez, on couvre assez bien les États-Unis et l'Europe et on est en train de se renforcer sur tout ce qui est Asie, Chine, Japon, Inde et Amérique du Sud au Brésil. Donc ça, c'est disponible en ligne et l'idée, c'est que chaque société puisse gérer son propre profil, mettre en ligne ses catalogues de produits, ce genre de choses. Donc c'est sur cet outil et sur d'autres compléments que je vais vous présenter un peu notre vision du système. Si on parle en termes de nombre de sociétés, si on regarde la quantité de sociétés par rapport à la taille du pays, que ce soit en termes de nombre d'habitants ou de PIB,
on se rend compte que c'est quand même l'Allemagne et la Suisse qui sont les mieux positionnés. Donc si on regarde un peu purement le nombre d'entreprises, on a à peu près 1400 aux États-Unis, 800 en Allemagne, ensuite ça descend rapidement à 400 chez les Britanniques, en Angleterre, et ensuite en décroissance France et Suisse. Je vous présente que les statistiques au niveau européen et américain, c'est l'Asie, comme je vous l'ai dit, on est en train de les développer. Comment sont positionnées ces entreprises au sein des différents secteurs industriels ? On observe une répartition qui est quand même assez qui est présente dans tous les secteurs industriels. Je dirais qu'il y a une domination de l'électronique et l'optique, qui est un peu le domaine historique des nanotechnologies, qui est poussé par la miniaturisation, soit dans la microélectronique, soit dans les télécommunications. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a énormément de start-up et de petites entreprises qui développent des technologies qui ont des applications très transverses. Je pense notamment aux matériaux haute performance ou aux matériaux intelligents où on peut à la fois les intégrer dans des pneus, dans des structures d'avion pour regarder le vieillissement. On a énormément d'applications différentes, donc c'est dur parfois de savoir quel marché cible les sociétés. Si on va un peu plus loin, nous on a recensé à peu près 500 applications différentes des nanotechnologies. Donc c'est des applications actuelles, ce ne sont pas des applications qui ont été développées depuis 20 ans ou à venir potentiellement dans 10 ans. Alors on a essayé de les classer autant que possible au sein des secteurs industriels et sous différentes sous-thématiques. Donc, par exemple, si on prend la construction, on a classé ça selon les différents matériaux. Là, il y a le verre, et on voit à la fois, par exemple, du verre qui est résistant au feu, des matériaux super isolants, ce genre de choses. Si on regarde les technologies maintenant qui sont développées, donc là, on a fait une classification qui est nanomatériaux, nanosystèmes, coatings, services et tout ce qui est instrumentation, donc caractérisation et fabrication. Ce dont on se rend compte, ce sont les technologies de nanomatériaux, de fabrication de nanomatériaux et de caractérisation et de fabrication de ces matériaux qui prédominent. Ensuite, il y a un rôle assez important des services qui structurent les différents acteurs dans le transfert technologique. Et il y a relativement peu d'entreprises qui proposent directement des produits achetables par consommateur où les compétences sont directement dans la société. C'est-à-dire on est perdu dans la chaîne de valeur et finalement la personne qui vend le produit n'a pas directement des compétences dans les nanotechnologies. Il se contente d'intégrer des choses qui sont déjà réalisées. Ça, c'est appuyé par une petite étude de marché qui a été réalisée. Moi, je suis toujours très frileux à présenter ceci. Néanmoins, celle-ci a l'intérêt de dissocier le volume d'affaires réalisé par les équipements de celui des nanomatériaux et de celui des nano-intermédiates, c'est tout ce qui est nanomatériaux formulés, et ne prend pas en compte les produits finis, où on trouve les voitures, les vêtements, ce qui n'a pas de sens d'être pris en compte ici. Si on regarde ceci, on trouve effectivement un volume d'affaires généré par les nanomatériaux assez conséquent, et ensuite celui de l'instrumentation, ce qui fait un volume d'affaires global à peu près de 22 milliards de dollars. On peut passer maintenant à l'Europe. On se rend compte qu'il y a une très forte densité d'entreprises en Europe de l'Ouest, avec notamment France, Allemagne, Angleterre, Espagne et Suisse, ce qui porte le nombre total d'entreprises en Europe à 2100. À titre de comparaison, c'est un peu plus grand que ce qu'on a trouvé aux États-Unis. Donc à nouveau, j'insiste, ce sont des sociétés qui ont des compétences dans les nanos, c'est-à-dire qui développent vraiment une expertise particulière dans ce domaine. Ils ne se contentent pas d'acheter quelque chose et de l'intégrer dans leurs produits. On peut aller un peu plus dans le détail pour certains pays voisins. Si on regarde le pouvoir de développement technologique, donc toujours fondé sur des statistiques de nombre d'entreprises, qu'on a classées selon les différentes technologies, on se rend bien compte ici que l'Allemagne est le leader incontesté en Europe, avec un développement relativement équilibré tout au long de la chaîne de valeur, des nanomatériaux jusqu'à l'instrumentation en passant par les services. L'Angleterre ont une forte activité, tout ce qui est services et instrumentation. Nous, en France, on est en 3e position là-dessus. Je
Je dirais on est plutôt bon dans tout ce qui est nanosystème grâce aux thématiques de l'électronique imprimée, des MEMS et de la microfluidique où on a, je dirais, de fortes expertises dans ces trois domaines. Maintenant, je vais passer au cas de la France. Tout d'abord une première vision des acteurs et ensuite on a parlé de réglementation tout à l'heure, on va y revenir un peu plus en détail. Aujourd'hui, en France, nous avons recensé à peu près 450 acteurs. Là, on ne s'est pas intéressé uniquement aux startups et PME, on est allé chercher les grands comptes, les centres de recherche et des autres types d'acteurs. Là, on va retrouver par exemple des avocats, des juristes, des toxicologues, des écotoxicologues, des pôles de compétitivité aussi, et également des associations citoyennes qui jouent un rôle important dans le développement de ces technologies. Très rapidement, on a identifié à peu près 100 industriels, grands groupes, qui intègrent des briques ou qui les développent en R&D, qui sont présentes selon tous les secteurs industriels. Au niveau des startups, ce chiffre bouge beaucoup, hein, mais on reste à peu près sur quelque chose de cet ordre de grandeur. Là, on va trouver des sociétés qui sont positionnées vraiment tout au long de la chaîne de valeur, c'est-à-dire des nanomatériaux jusqu'aux produits systèmes un peu plus complexes. Les centres de recherche, donc laboratoires, on a identifié à peu près 150. Pour vous donner une idée, il y a plusieurs niveaux de segmentation possibles pour les laboratoires. On a pris des laboratoires qui font en moyenne, autant que faire se peut, 100 à 200 personnes. On n'a pas essayé de prendre des grands laboratoires, on les a segmentés selon leur département ou thématique. Et ensuite, il y a une cinquantaine d'autres acteurs, là ce que je vous disais, soit des pôles, soit des toxicologues ou des associations et des juristes. Donc voilà la situation. On a un peu moins de 500 acteurs recensés sur ce territoire. Ce chiffre bouge, on n'a pas une évolution très forte depuis un an. Si on regarde une spécificité française, notamment en termes de réglementation, peut-être pour comprendre un peu d'où vient cette réglementation spécifique, qui est la seule initiative de droit dur en Europe, et c'est le seul pays, il y a d'autres pays qui vont venir, qui sont en discussion, l'Allemagne, le Danemark, mais aujourd'hui ce n'est pas encore le cas. En fait, ça fait suite aux lois de Grenelle 1 et 2, qui ont démarré en 2009 et 2010, et qui, dans le domaine des nanos, avaient un triple objectif. C'était tout d'abord de mieux connaître les nanomatériaux, quelles sont leurs formules chimiques, où sont-ils distribués, d'assurer la traçabilité des nanomatériaux tout au long de la chaîne de valeur. Cet industriel vend des nanomatériaux à tel autre industriel qui l'intègre dans ses produits et où se retrouvent ces nanomatériaux en bout de chaîne de valeur. Et ensuite, dernier objectif était fournir les éléments nécessaires à l'évaluation des risques et à l'information du public. Concernant ce dernier point, il y a eu un débat national public des nanotechnologies qui a eu lieu entre 2009 et 2010. C'est un débat national qui a concerné 17 villes. Et il y a eu beaucoup de perturbations justement des associations citoyennes qui ont bloqué les débats en disant c'est pas un débat, les nanomatériaux sont déjà présents dans l'industrie, je ne vois pas pourquoi on me demande mon avis maintenant alors que les choix sont déjà faits. Donc ces perturbations ont finalement ne permis très peu de résultats à cette initiative. Il y a eu des débats en ligne, mais c'est quand même moins percutant qu'un débat physique. Concernant les deux autres points, mieux connaître les nanomatériaux et assurer leur traçabilité, il y a eu une obligation de déclaration des substances à l'état nanoparticulaire, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Là, je rappelle rapidement son périmètre. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des matériaux dont au moins une des dimensions est comprise entre 1 et 100 nanomètres, où il y a plus de 50% en nombre de ces nanomatériaux qui sont situés en dessous de 100 nanomètres, substances libres ou en mélange, qui concernent tous les déclarants, donc des producteurs jusqu'au laboratoire. Je vais passer un peu plus vite là-dessus. Comment ça fonctionne très rapidement? Imaginons que je suis un producteur de nanomatériaux ici, je les vends à un formulateur, je déclare une petite fiche, j'associe une fiche à un numéro de fiche que je donne à mon client. Lui entre ces informations et les modifie le cas échéant, et ainsi de suite tout au long
de la chaîne de valeur jusqu'au dernier distributeur professionnel. Je vous passe le cas de l'importateur qui lui aussi a certaines spécificités. Finalement, on peut faire un petit point sur qu'est-ce qui s'est passé sur cette premier bilan. Il y a eu une première deadline qui est au 1er juin 2013. Il y a eu 930 déclarants qui ont fait 3400 déclarations. C'est une mobilisation qui a été jugée satisfaisante par les acteurs institutionnels. Au total, on a à peu près 500 000 tonnes de nanomatériaux qui ont été déclarés. Et la répartition dans la chaîne de valeur, c'est beaucoup de distributeurs qui, eux, intègrent les briques technologiques. Si on revient sur les objectifs du Grenelle, mieux connaître les nanomatériaux, au final, on connaît leur formule chimique, mais on n'a pas une caractérisation suffisamment fine pour bien les définir. Et ensuite, il y a certains industriels qui ne se sont pas sentis concernés par cette réglementation. La traçabilité des nanomatériaux, qui était on n'a pas la dernière couche, parce que ça s'arrête au dernier distributeur professionnel. Ensuite, fournir les éléments à l'information du public. Il y a un rapport qui est sorti il y a 6 mois, qui détaille un peu les différents types de nanomatériaux. Et concernant les risques, on se rend compte qu'on ne peut pas faire grand-chose. Voilà ce qui termine un peu le focus sur l'écosystème français. Je vais vous donner rapidement quelques éléments sur l'aéronautique, qu'est-ce qui se passe un peu dans ce secteur. En fait, il y a des applications dans tous les domaines, que ce soit la structure et l'aérostructure, par exemple des capteurs qui vont regarder les déformations pour voir s'il y a des fissures, pour prévenir en amont des problèmes mécaniques. Dans la propulsion, on va déposer par exemple des couches d'oxyde de zirconium pour prévenir l'abrasion, et ainsi de suite dans tous les domaines. Les acteurs principaux, c'est organisé classiquement, il y a tous les avionneurs, Boeing, Airbus, Sukhoi en Russie. Ensuite, il y a tout ce qui est fournisseurs et start-up. C'est intéressant de regarder, il y a tous les fournisseurs classiques, mais si on regarde, là il y a des petites start-up qui ont identifié ce marché et sont positionnées dessus. Donc on a Nanolike, j'ai pris les françaises, je vais parler des françaises, Nanolike dans le sud-ouest. On a Nanocomp qui sont aux États-Unis, mais ils ont un équivalent français qui est Nawa, qui peuvent avoir certaines applications là-dedans. Et par exemple, il y a Cyclemia, Surfactis qui eux développent des méthodes par chimie-sorption ou sol-gel. Et d'autres sociétés type Etera ou Brochier pour avoir tout ce qui est habitacle et confort à l'intérieur. Finalement, si on illustre comment travaillent ces acteurs à travers un exemple, qui est la protection contre le givre, rapidement, le givre est un problème pour les avions, ça dégrade ses performances, que ce soit sur les bords d'attaque ou sur les sondes à l'extérieur des avions qui empêchent en fait la prise d'informations. Donc il y a deux choses, il faut éviter que le givre se forme, et une fois qu'il est formé, l'enlever. Et donc toutes ces technologies, notamment en anti-givre, ont des performances assez ultimes en laboratoire. Mais en revanche, lorsqu'on essaie de les qualifier pour l'aéronautique, par exemple en les mettant dans un brouillard givrant, la couche s'est fait tout de suite arracher, et l'industriel dit revenez me voir et refaites un développement technologique. Et il y a cette étape de qualification qui est nécessaire à faire en amont, qui est rarement faite, et notamment par un peu une méconnaissance souvent des contraintes aéronautiques. Notamment, il faut qu'il y ait une durée de vie de 30 ans, pas de maintenance, des gammes de température si on est sur la peau de l'avion entre moins 40 et plus 120 degrés, que ça consomme très peu, que ça soit disponible, c'est mis dans des avions civils, donc il ne faut pas qu'il y ait de problème. Et donc, c'est la confrontation en fait entre ce cahier des charges et la technologie qui parfois est bloquant. Souvent, la technologie a des performances ultimes en laboratoire ou en petite série. Lorsqu'on veut l'utiliser dans un environnement contraint ou la qualifier sur du long terme, là, des enjeux de développement industriel prennent tout leur sens, et souvent on est un peu ralenti dans le développement de cette technologie. Je vais m'arrêter sur ce constat rapidement en termes de conclusion. Donc deux grands points principaux. Nous, on a recensé à peu près 4000 entreprises en Europe et aux États-Unis. Les nanos sont aujourd'hui une technologie clé générique, qui en fait ça veut dire que ça catalyse le développement de nouveaux produits et de services pour de nombreuses applications. À titre d'exemple, il y a un rapport qui est sorti il y a un peu moins d'un an du McKinsey Institute qui a identifié 10 applications à fort potentiel.
Le mot nano n'est pas repris dans ces deux applications, mais lorsqu'on le recherche dans le document, il apparaît 200 fois sur à peu près 150 pages. Donc on le voit, il est transverse dans toutes ces applications, ce qui est du coup dur de le mettre en un secteur entier. C'est un domaine un peu atomisé. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, comme on l'a vu en fait à travers différents exemples aussi, il y a un besoin de qualifier ces technologies avec les industriels intégrateurs. On l'a vu hier avec Lotus Synthesis qui a développé des FUI avec ses clients cosmétiques. On l'a vu aujourd'hui avec d'autres sociétés qui sont au contact de leurs clients et qui permettent en fait d'intégrer ces marchés et de ne pas développer une technologie sur paillasse et de prendre du temps pour la valoriser ensuite. Je m'arrête là-dessus, je crois que j'ai un peu débordé. Merci de votre attention. On va prendre le temps pour quelques questions. Thomas. J'ai une question moi-même sur les statistiques, comme vous l'imaginez, sur notamment la définition des... parce que bon, évidemment, pour savoir quelles sont les entreprises qui sont actives dans le domaine des nanos, il faut réussir à définir ce qu'on entend par là. Et du coup, c'est de l'autodéclaration finalement, ou comment ça se passe? En fait, on fonctionne, il y a deux choses. Donc, pour démarrer l'outil, on a fait un important travail de recensement. Donc, on a déjà pris l'existant, on l'a qualifié. Il y a beaucoup en fait, d'initiatives nationales où on trouve une liste d'entreprises nano. Mais nous, ce qu'on s'est amusé à faire, c'était l'été dernier, c'était de prendre toutes ces listes, d'aller sur le site internet de ces sociétés, savoir déjà si elles existent, si elles se sont fait racheter, si les sociétés répondent aux mails, puis de regarder vraiment leurs différenciateurs et de voir vraiment si elles ont des compétences spécifiques dans ce domaine. Donc on a pris en fait le secret, c'est de prendre du temps et de regarder. D'aller voir vraiment ce que veut dire l'étiquette. Exactement, sur chacun de ces sites. Donc pour vous donner une idée, il y a à peu près un taux de déchets de 30 à 40% en fonction des listes. Alors il y en a qui sont très bien, il y en a d'autres où en fait il y a des gens qui développaient des maquettes miniatures, et c'était des nano-maquettes, donc bon, ça n'a pas lieu d'être. Et ensuite il y a un important travail, je dirais, d'être au contact des centres de recherche pour bien connaître les spin-offs qui se créent, et puis participer à des salons, regarder les listes de participants. Et ensuite, dernier point, chaque société peut s'inscrire sur ce profil, donc on a un important travail de communication pour que cet outil soit bien visible par tout le monde et que chaque société finalement puisse s'inscrire et que nous on les qualifie derrière. Il y a une petite étape de validation, mais souvent celles qui veulent figurer là-dessus, elles sont la plupart du temps très pertinentes. Bien, merci. Et justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a beaucoup de sociétés qui refusent d'être affichées sur cet outil? On a eu assez peu de cas. Sur 4000 sociétés, on n'a pas fait de statistiques là-dessus parce qu'il n'y a pas lieu d'être. On en a eu 5 à peu près, 5 ou 6. Dont une il y a 3 jours, c'était des Allemands qui nous ont dit on ne fait pas de nano, sauf qu'ils en font. Et on n'a pas creusé plus loin, la société ne veut pas être là-dessus, on supprime son profil. C'est pas du tout un outil pour tracer tous les industriels qui font des nanos. C'est nous un salon virtuel pour augmenter la visibilité de leur technologie. À l'inverse, on a été contacté par des sociétés qui mettent du nano-argent dans les chaussettes, qui ne sont pas capables de maintenir le nano-argent après plusieurs lavages. On a décidé de ne pas les mettre sur cet outil. Parce qu'il y a un risque toxicologique avéré qui est très clair. Parce que le nano-argent, c'est très réactif. On lave les chaussettes, l'eau, ça va dans les stations d'épuration. On choisit autant que faire se peut d'aller au cas par cas et de promouvoir les bonnes sociétés, disons. Alors, c'est un côté très subjectif, mais c'est notre outil, donc on se réserve le droit de faire ça. Merci. D'autres questions peut-être? Ma question porte sur la comparaison internationale. Vous avez donc une vision assez générale du monde. Comment est-ce que vous qualifieriez de manière comparative la position de la France en particulier, de l'Europe en général, par rapport au reste du monde, dans la capacité que l'on a à développer industriellement les nanotechnologies, malgré l'intégration avec la peur que l'on évoquait après l'intervention de Brice Laurent?
est-ce que finalement, en France, contrairement à ce qui s'est passé pour les OGM ou des choses comme ça, on n'a pas trop de handicap par rapport au reste du monde et qu'en gros, les deux pieds, l'un sur le frein, l'autre sur l'accélérateur, sont à peu près pareils dans tous les pays du monde, ou bien vous diriez que c'est pas comme ça? Je dirais que chaque pays a sa propre spécificité. Si on parle de la France, on pense, quand on regarde les nanos, tout de suite au cas de l'amiante, et on va être très frileux à tout ce qui est relargage de nanomatériaux dans l'atmosphère et développement de cancer. Si on prend le cas britannique, eux, ils ont encore un peu le syndrome vache folle qui est beaucoup plus présent que chez nous. Et eux, ils vont plutôt regarder développer des nanotechnologies dans l'agroalimentaire en Angleterre, quelque chose de très difficile. Donc j'aurais du mal à vous donner une vision générale sur les nanotechnologies au sens large. En fait, il faudrait plutôt regarder par secteur industriel ou grand ensemble industriel pour vous donner une réponse un peu plus exacte. Je dirais que les choses s'équilibrent plus ou moins avec les politiques de financement en fonction de différents pays. On arrive à une situation où en fait c'est les personnes qui ont la meilleure techno et le discours, je dirais l'accès au marché le plus facile qui sortiront leur épingle du jeu. Les peurs sociétales étant importantes mais présentes dans une bonne partie des pays.